Alors camarades, ça fait plaisir de voir qu'on est nombreux ce soir. On va avoir besoin d'être nombreux, même d'être encore plus nombreux, parce que les périls sont grands. Et heureusement, nos perspectives, elles sont grandes aussi. Et les révoltes qui leur donnent bon corps sont très très grandes aussi. C'est la situation en Palestine qui retient beaucoup notre attention en ce moment. C'est pas le seul champ de bataille, c'est même pas le plus meurtrier, parce que le système capitaliste n'a pas laissé une seconde de répit aux travailleurs et au peuple. Il n'y a pas eu une minute de paix sur cette planète depuis au moins la Seconde Guerre mondiale. Donc ce qui force le respect, c'est l'acharnement du peuple palestinien à défendre son droit à l'existence malgré la colonisation, malgré l'occupation et l'apartheid qu'il subit maintenant depuis 75 ans. Ce qui pousse les classes populaires du monde entier, de tous les continents, à se mobiliser en faveur des Palestiniens, c'est la volonté de soutenir cette lutte des opprimés parmi les opprimés. Ce peuple palestinien qui garde la tête haute alors que tous les gouvernements du monde soutiennent leur oppresseur, l'État d'Israël. Ce peuple qui continue de lutter alors que même les États arabes, ceux-là qui se présentent par démagogie comme ses alliés, le lâchent à la moindre occasion quand ils ne le répriment pas directement. C'est cette lutte pour le droit à l'existence que des centaines de milliers de manifestants soutiennent parce qu'ils s'y identifient dans tous les pays du monde, pas seulement dans les États arabes, pas seulement dans tous les pays pauvres du Sud, mais y compris dans les États impérialistes, particulièrement dans les États-Unis, où les campus sont en ébullition. Alors ce mouvement international, qui est un mouvement de fond, il a un caractère de classe latent. Il soulève des masses de jeunes et de travailleurs contre leur propre gouvernement. Ce caractère de classe doit devenir conscient. Notre solidarité avec le peuple palestinien, c'est une solidarité internationaliste. Ça veut dire que c'est plus qu'une solidarité, c'est un combat commun. Oui, en Palestine, c'est l'humanité que les impérialistes assassinent. Et oui, la solution ne viendra que de l'union des travailleurs de tous les pays contre leurs oppresseurs, qui sont aussi leurs exploiteurs. Alors, la nouvelle de la semaine, c'est cette prétendue trêve humanitaire qui n'a toujours pas commencé. C'est Netanyahou qui en parle le mieux, je le cite. Il est absurde de laisser entendre que nous arrêterons la guerre après le cessez-le-feu pour ramener les otages. Je tiens à le dire clairement, nous sommes en guerre et nous poursuivrons la guerre. L'administration américaine, elle s'inquiète un peu. La trêve, dit-il, pourrait permettre à des journalistes un accès plus large à Gaza et leur donner l'opportunité de mettre encore plus en lumière les massacres et destructions et retourner l'opinion publique contre Israël. Cacher ce massacre que nous saurions voir. Mais tout le monde a vu le massacre. Contrairement à la trêve, dont il parle beaucoup, mais qui n'a même pas commencé. Et même si les 4 jours promis de répit arrivaient, est-ce que ça en fait une trêve humanitaire, comme dit la propagande ? Pour les Palestiniens qui sont sous blocus à Gaza, ce serait 4 jours de plus où les enfants boivent de l'eau salée parce qu'ils n'ont pas d'eau potable, 4 jours sans médicaments, sans essence, sans pain. C'est quoi le caractère humanitaire ? Ce serait plutôt une trêve militaire qui va permettre à l'armée israélienne de se ravitailler, de se réorganiser pour la suite de ces opérations. Les trêves les posent des prétendus cessez-le-feu qui sont réclamés par Macron avec les larmes de crocodile, qui sont négociés sous l'égide de l'ONU, c'est-à-dire sous le patronage des Américains, c'est pas la paix. Ou alors c'est la paix des cimetières. C'est le retour à la situation insupportable de colonisation et d'apartheid, avec au moins 15 000 morts supplémentaires et des millions de déplacés. Ce genre de paix impérialiste ne serait qu'un intermède très court entre deux massacres. Ce que les Palestiniens exigent, avec l'appui des manifestants, c'est l'arrêt immédiat et définitif des bombardements. C'est l'arrêt des vols de terre, des vols de maisons en Cisjordanie par des colons qui sont protégés par les forces de l'État israélien. C'est l'arrêt de la répression contre les militants israéliens, juifs ou arabes, qui osent protester contre ces massacres et contre la colonisation. Alors ici, on le sait tous, mais je le répète, on doit faire tout ce qui est en notre pouvoir pour stopper cette offensive de l'armée israélienne qui tourne au génocide. Parce qu'il n'y a pas d'autre mot pour le bombardement consciencieux d'une prison à ciel ouvert par une des armées les plus puissantes du monde.
Et d'ailleurs, c'est les commanditaires de ce massacre qui en parlent le mieux. Je vais vous citer Giora Elan, général en retraite, conseiller du ministre de la Défense. La communauté internationale nous met en garde contre une catastrophe humanitaire à Gaza et de graves épidémies. Après tout, de graves épidémies dans le sud de la bande de Gaza rapprocheront la victoire et réduiront les pertes parmi les soldats armés israéliens. Et non, il ne s'agit pas de cruauté pour la cruauté, puisque nous ne soutenons pas la souffrance de notre partie comme une fin, mais comme un moyen. Alors je pense que les parents palestiniens qui risquent de perdre leur enfant de cette future épidémie seront ravis d'apprendre que ce n'était pas une fin, mais un moyen. Quant au ministre de la Défense humaine, Yoav Gallant, je le cite, nous combattons des animaux humains et nous agissons en conséquence. Oui, nous sommes face à des massacres qui tournent au génocide, c'est-à-dire une campagne d'assassinat à échelle industrielle dans le but de faire disparaître toute une population. C'est un crime contre l'humanité qui est caractéristique du système capitaliste. Car aucun autre mode de production n'a produit à répétition ce genre de meurtre de masse. Le génocide a bien sûr culminé en Europe pendant la Seconde Guerre mondiale. C'était la tentative d'éradication des Juifs par le régime nazi qui a fait 6 millions de morts. C'est le plus massif, c'est loin d'être le seul. Le capitalisme, il est né en sang, le sang et la boue par tous les corps, comme disait Marx. Il est né en fait à la prétendue découverte des Amériques qui s'est traduite immédiatement par le génocide des Amérindiens par les colons européens. Le génocide, c'est l'ADN du capitalisme. C'est les méthodes, le capitalisme, c'est les méthodes industrielles appliquées à l'exploitation des travailleurs. Et bien, ces méthodes industrielles, il les pratique aussi dans les massacres liés aux oppressions nationales et religieuses qui l'entretiennent. Et ça ne s'est pas arrêté avec la Seconde Guerre mondiale. Rappelons-nous du génocide des Tutsis au Rwanda en 1994, opéré par un gouvernement d'extrémistes Hutus, avec le soutien militaire, avec le soutien politique de l'État français, qui était alors dirigé par le socialiste François Mitterrand. Alors oui, les grandes puissances autoproclamées démocratiques sont responsables de ce massacre de masse. Biden pourrait retenir le bras de l'armée israélienne, et il ne le fait pas. Au contraire, il amène son armada au large de Gaza en soutien à l'État d'Israël, parce que l'État d'Israël est l'allié des Américains dans la région. Mais c'est quel type d'alliance? Les antisémites complotistes, qui sont une plaie que nous devons combattre tous les jours pied à pied sur nos lieux de travail et nos lieux d'études, ces antisémites qui prétendent que le soutien des USA, ce serait bien la preuve que les Juifs dirigent le monde. En réalité, c'est exactement l'inverse. C'est l'État d'Israël qui joue le rôle de sous-traitant des USA, qui joue le rôle de gendarme de l'ordre impérialiste dans une région riche en pétrole. Les donneurs d'ordre, c'est le grand capital américain et dans une moindre mesure européen, donc français. Les un de leurs sous-traitants dans la région, c'est l'État d'Israël. Mais il n'est pas le seul. L'impérialisme occidental a d'autres régimes corrompus comme alliés indéfectibles, notamment l'Égypte du dictateur Al-Sisi, la monarchie d'Arabie Saoudite. Ce n'est pas une question d'origine, ce n'est pas une question de religion, c'est encore moins une question de race, c'est une question de concurrence capitaliste dans une région stratégique. Alors, pour éviter que le massacre en cours se transforme en révolte, les gouvernements tentent d'enterrer les morts sous les mensonges. Mensonges de l'armée israélienne d'abord, qui sont destinés à masquer que le but de son opération porte un nom, ça s'appelle le nettoyage ethnique. Mensonges à propos de l'hôpital Ali Arab, dont le bombardement était attribué à une roquette palestinienne. Mensonges à propos de la transformation de l'hôpital Al-Shifa en champ de bataille, parce qu'il aurait été un QG du Hamas. Mensonges à propos du nombre de victimes. On étale des doutes sur les chiffres émis par le ministère de la Santé à Gaza, mais on gobe sans discuter la propagande des services de presse de l'armée israélienne. Mensonges, 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 qui ne vont pas s'en rappeler la grande époque de l'administration Bush, qui avait lancé l'invasion de l'Irak par un discours à l'ONU, bidonné de A à Z, où Colin Powell avait brandi sa flasque d'anthrax. Alors, le mensonge, il se doute de la calomnie lorsqu'il identifie tout soutien au peuple palestinien à de l'antisémitisme. Et dans ce domaine, c'est les gouvernements allemands et français qui tiennent la palme. On est bien placé pour le savoir en NPA, puisqu'on a reçu des interdictions de manifester, rédigées par la préfecture de police de Paris, qui nous accusait d'antisémitisme. C'est sûr que cette préfecture, elle en connaît un rayon en termes d'antisémitisme.
C'est cette préfecture qui a organisé la rafle du Veldiv. C'est cette préfecture qui a fait acheminer au total 75 000 juifs de France vers les camps de la mort, dont 11 000 enfants. C'est cette préfecture dont le personnel n'a pas changé à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, à l'image de Boris Papon. Boris Papon qui lui a organisé la déportation des Juifs dès 1942, depuis la préfecture de Gironde, pour devenir ensuite préfet de Paris, jusque sous la Ve République. Belle continuité. C'est d'ailleurs le préfet Papon qui est responsable du massacre de centaines d'Algériens jetés dans la Seine par les flics le 17 octobre 1961. Comme quoi, le racisme, ça ne se divise pas. Un raciste antisémite sera aussi un raciste anti-arabe et vice-versa. Et c'est pour ça que la lutte contre le racisme ne devrait pas se diviser non plus. Au NPA, on lutte contre l'antisémitisme, on lutte contre l'islamophobie et on lutte contre tous les racismes. L'Union européenne, elle va plus loin encore, puisqu'elle a inscrit en 2018 dans une de ses directives que l'antisionisme était condamnable comme une forme d'antisémitisme. L'affaire est en fait très grave. Elle mérite qu'on y réfléchisse sérieusement. Car l'amalgame entre antisionisme et antisémitisme, en réalité, est lui-même antisémite. Assimiler tous les juifs et les juives à la politique de l'État d'Israël, c'est les essentialiser, c'est du racisme. C'est comme si nous devions tous ici nous identifier au gouvernement de Macron. Dans l'histoire, qui a soutenu les organisations sionistes avant et après la création de l'État d'Israël? Là, en grande partie, l'extrême droite antisémite européenne et américaine. Balfour, le ministre anglais qui a accordé l'existence d'un foyer national juif en Palestine en 1917, était un intégriste chrétien antisémite. Trump, qui a été le meilleur soutien de la fraction la plus extrémiste des sionistes israéliens, n'est pas un ami du peuple juif, mais un antisémite compulsif comme ses alliés évangélistes. Dans les années 30, à l'heure où les plus grands dangers menaçaient les juifs en Europe, après la prise du pouvoir par Hitler, la France, l'Angleterre, les USA leur ont refusé l'asile, préférant qu'ils émigrent en Palestine. Oui, les soutiens du sionisme dans les gouvernements occidentaux étaient des antisémites qui souhaitaient se débarrasser de ce qu'ils appelaient, eux, le problème juif. Et la plupart des juifs européens, notamment dans le prolétariat, n'étaient pas des sionistes, mais souvent des communistes et des internationalistes. Alors, qu'est-ce que c'est devenu le sionisme aujourd'hui? Ah, il est à l'image des gouvernements israéliens depuis 30 ans. Intégristes religieux, d'extrême droite, suprémacistes. Et comment pourrait-il en être autrement un gouvernement colonial? Comment ne pas voir que c'est cette politique de l'État d'Israël qui risque d'exposer les Juifs du monde entier au ressentiment? Heureusement que les peuples ne tombent pas dans ce piège identitaire. Parce que aussi, heureusement que les Juifs sont nombreux à manifester contre la politique de l'État d'Israël, que ce soit aux États-Unis et jusqu'à Tel Aviv. Et eux non plus, ils ne sont pas, évidemment, des antisémites. Alors, le dernier mensonge éhonté pour justifier ce massacre en cours, il s'agirait d'une simple opération antiterroriste. Tout serait la faute au Hamas. L'histoire aurait commencé le 7 octobre. La manœuvre est particulièrement officieuse, parce qu'elle identifie tout plus du peuple palestinien aux perspectives qui sont effectivement réactionnaires et obscurantistes du Hamas. Pourtant, l'armée israélienne ne combat pas seulement le Hamas, elle combat le peuple palestinien tout entier. Sans remonter trop loin dans l'histoire, lorsque des dizaines de milliers de Palestiniens manifestaient chaque semaine en Cisjordanie, à Gaza, et même au Liban, dans les marches du retour en 2018, ils ont été accueillis par le tir de snipers. Lorsqu'une foule compacte s'est rassemblée l'an dernier pour enterrer la journaliste Abou Akleh, victime d'une balle israélienne, l'enterrement a été violemment réprimé par les flics. Quand en 2021, la jeunesse de Gaza et Cisjordanie s'est organisée et a mené action et manifestation contre l'occupation israélienne, mais aussi contre les élites corrompues du Fatah et du Hamas, elle a été réprimée conjointement par l'armée israélienne et l'autorité palestinienne. Alors après ça, Ismaël Haniyeh, le leader du Hamas, peut se redorer le blason d'un peu de frais en se réjouissant cyniquement, depuis un refuge assez confortable au Qatar, du nombre de Palestiniens tombés en martyrs. Oui,
La lutte de classe, elle passe au flanc, même sous les bombes, même sous l'occupation, et peut-être particulièrement sous les bombes et sous l'occupation. Parce que les millionnaires corrompus de Ramallah, les dirigeants du Fatah et du Hamas, qui s'engraissent en prélevant leurs dîmes sur les péages et en détournant l'argent des services publics, sont certes autant des Palestiniens que des travailleurs et des enfants de Gaza. Mais ils n'ont pas la même vie et pas les mêmes aspirations et certainement pas les mêmes perspectives. La lutte contre l'oppression nationale n'est pas du tout séparée de la lutte des classes. Alors, dans les 75 ans de lutte acharnée du peuple palestinien pour son droit à l'autodétermination, il y a une date qui ressort particulièrement. C'est l'intifada de 1988. Un mouvement de lutte parti de la jeunesse, qui a touché toutes les classes populaires palestiniennes, y compris les travailleurs qui ont organisé de nombreuses grèves. Un mouvement qui n'était pas du tout pacifiste, car il a été sévèrement réprimé et il a résisté pied à pied. Mais un mouvement qui était large, qui était ouvrier, qui n'était pas encadré par un petit appareil militaire nationaliste. Un mouvement qui a touché les Palestiniens des camps de réfugiés des pays voisins, du Liban, de la Jordanie, de la Syrie, et qui aurait pu rallier tous les pauvres de la région. Un mouvement qui a entraîné dans ses manifestations et dans ses grèves les Arabes israéliens et même quelques travailleurs juifs. Ce mouvement, il a collé une sainte trouille à l'État d'Israël, à l'impérialisme américain et au régime arabe alentour. C'est à la suite de ce mouvement, appelé la première intifada, qu'ont été négociés les accords d'Oslo, qui sont bien sûr un piège, mais qui prenaient la forme d'un compromis qui montrait que l'État d'Israël avait été forcé de reculer. Parce que oui, ce sont les révoltes des travailleurs et de la jeunesse qui peuvent se transformer en véritables révolutions, qui sont les seules porteuses de perspectives, à la fois pour en finir avec les oppressions et en même temps pour en finir avec la pauvreté et l'exploitation. Alors, pour revenir au point de départ, pourquoi la Palestine parle aux exploités du monde entier? Pourquoi c'est une cause universelle? Pourquoi ce slogan dans les manifs, c'est l'humanité qui les assassine? Parce que ce qui se passe sur ce petit bout de territoire est représentatif de la barbarie capitaliste sur toute la planète. En vitrine, on a l'État d'Israël, allié des grandes puissances, une start-up nation qui prétend être la seule démocratie de la région. Et en coulisses, on a l'exploitation, le vol de terre, le militarisme, la colonisation jusqu'au génocide. Et de tout ça, on a des produits d'exportation qui, malheureusement, sont loin d'avoir été tous boycottés. J'en citerai deux. Premier produit d'exportation, les méthodes et les gadgets de surveillance et de répression des manifestations qui feraient presque de l'ombre au grand savoir-faire français. Et un deuxième, les gouvernements dominés par une extrême droite raciste et populiste qui ont commencé il y a près de 30 ans à Tel Aviv et qui aujourd'hui ont essaimé dans le monde entier. Alors oui, nous, le NPA, on est dans les manifs Palestine, comme on était dans les grèves pour les retraites et dans les marches contre les violences policières. Car le capitalisme, c'est l'exploitation et les bas salaires comme l'a décrit Ken, c'est le racisme qu'a dénoncé Armel, c'est l'oppression et la violence contre les femmes contre lesquelles on va manifester après-demain. Le capitalisme, c'est l'environnement saccagé, c'est l'avortement interdit en Pologne, c'est le génocide des Palestiniens, et aujourd'hui il prend le visage de Trump, de Bolsonaro, d'Orban, de Meloni, et depuis dimanche dernier, de Milei en Argentine, qui maintenant qu'il est élu, déclare la guerre aux classes populaires. Le capitalisme ici, et Gaël nous en parlera dans un instant, il a le visage de Macron aujourd'hui, et il aura peut-être le visage de Le Pen demain. Mais en face de ce bloc réactionnaire et militariste des exploiteurs, il y a notre force de travailleurs, il y a notre nombre, il y a notre place dans la production, il y a nos luttes qui ne parviennent pas pour l'instant à stopper le rouleau compresseur patronal, mais qui sont porteuses de perspectives. C'est contre ces luttes que les gouvernements et le patronat redoublent d'efforts pour nous diviser, pour ériger des murs au sens propre comme au sens figuré. Face à ces manœuvres, nous défendons la fraternisation entre exploités, leur unité, pas le type de fraternisation pacifiste qui recommande la tempérance et uniquement aux ouvriers. Pas non plus la fraternisation de Macron qui donne la main à Le Pen pour son union nationale raciste, anti-ouvrière et heureusement complètement ratée. Non, la fraternisation dans la lutte commune contre l'exploitation, contre le capitalisme et contre toutes les oppressions. C'est possible ici. On est un peu coupé, un petit avant-goût dans la lutte contre la réforme des retraites. C'est aussi possible, bien sûr, au Moyen-Orient, comme dans toutes les régions du monde. Les révolutions arabes, elles ont éclaté il y a moins de 12 ans en Tunisie, avant de se propager largement dans le Maghreb
et dans le Moyen-Orient. En 2020, le Liban a connu un vaste mouvement de la jeunesse et des travailleurs qui exigeait la fin des inégalités, une vraie démocratie et pas la corruption des riches, et la fin du système confessionnel. Ça signifie que même dans cette région, où les grandes puissances manœuvrent depuis plus d'un siècle pour encourager les divisions religieuses, les divisions nationales, eh bien les classes populaires parviennent, dans la chaleur des luttes qu'elles mènent, à se dégager de ces préjugés et à retrouver le chemin de perspectives communes pour un monde débarrassé de l'exploitation et des oppressions. Alors oui, camarades du NPA, prenons toute notre part dans le mouvement de solidarité avec la lutte des Palestiniens en nous défendant clairement nos perspectives communistes et révolutionnaires. Alors justement, pour se faire entendre, pour continuer tous nos combats, je vais laisser la parole à Yael.